À notre émission de la semaine, nous recevons M. Mohamed Issa Hamid. Il est juriste de formation, il est originaire du Tchad. Nous parlons avec ce grand monsieur de l'histoire du Tchad, l'histoire de son pays d'origine. Et ça s'arrête justement jusqu'à l'arrivée même du président Driss Déby. Mais on part un petit peu avant même dans l'histoire même de ce pays, très intéressant. Pourquoi le Tchad a-t-il un rôle très très stratégique dans l'histoire même de l'Afrique. En deuxième partie de cette émission, Madame, Messieurs, nous recevons Diko Fils. Diko Fils, qui est un musicien qui est originaire bien sûr du continent africain. Il est du Burkina Faso. Ce grand monsieur nous présente sa musique et on le reçoit justement à l'émission. On parle culture, on parle de musique. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui M. Mohamed Issa Hamid. Il est originaire du Tchad et nous allons parler aujourd'hui en fait de l'histoire comme telle du Tchad. En fait, quand on parle de l'histoire du Tchad, on va également parler bien sûr de l'histoire précoloniale, les trois empires, donc du Tchad, le royaume du Kamel, le royaume du Oudé et les royaumes du Baourmi en 1897 jusqu'en 1900. On parlera aussi de la période coloniale, donc la fondation de l'État tchadien en 1913 par le général français Émile Gentil, participation donc du Tchad à l'appel du général de Gaulle en 40 et bien sûr la proclamation de la République du Tchad le 28 novembre 1958 par le Premier ministre, donc Gabriel Lisette, député du Tchad à l'Assemblée française. L'indépendance du Tchad donc le 11 août 1960, la période de turbulence du Tchad donc de 65 à 79 et on va également parler de la fondation de Front Lina par les leaders du Nord, donc Hissène Habré et Goukouni, et bien sûr l'annexion de la Libye et de la guerre de Toyota. Et bien sûr, on va parler aussi un petit peu donc de la période coloniale. Nous recevons à cette émission aujourd'hui, Madame, Messieurs, un grand monsieur. Ce monsieur, il est un expert, bien sûr, il est originaire du Tchad, donc de son pays d'origine, et il maîtrise parfaitement l'histoire de son pays. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de votre présence. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ce n'est pas la première fois qu'on se voit. Oui, c'est la deuxième fois. Mohamed Issa Hamid. Ouais. Du Tchad. Du Tchad. Qui êtes-vous? Je suis le coordonnateur du collège politique des activistes tchadiens du Canada. Je suis aussi, par ailleurs, diplômé en, comme je l'avais précisé tantôt, diplômé en droit public et chercheur en politique publique et en histoire contemporaine. Et voilà, donc je suis très actif dans la recherche surtout de l'histoire politique de mon pays. Et donc, pratiquement, c'est ça. Je vous ai contacté pour nous parler de l'histoire du Tchad. Le Tchad, un pays africain colonisé par la France. Le Tchad, aujourd'hui, qui joue quand même un rôle stratégique très, très pertinent et qui a toujours joué, d'ailleurs, un rôle stratégique très pertinent. Beaucoup parmi nous, comme moi-même, ne connaissions pas du tout cette partie-là de l'histoire comme de l'Afrique, raison pour laquelle je vous ai invité à cette émission. Alors, on va revenir un petit peu aux éléments, les premiers éléments que j'ai mentionnés dans cette introduction. Je vous laisse parler. Vous savez, le Tchad, c'est un pays qui a une histoire assez tumultueuse. D'abord, comme je l'avais précisé dans les points très importants sur l'histoire, si haut, il y a plusieurs facteurs qui font que le Tchad ne soit pas un pays qui est trop connu sur la scène internationale. Parce que il faut rappeler qu'avant la période coloniale, le Tchad avait déjà des empires historiques. Qui sont, comme je l'avais précisé, le royaume du Wadaï, le royaume du Bagirmi et le royaume du Kanem-Borno. Je pense que vous nous avez envoyé ces images, n'est-ce pas? Effectivement, quelques-unes, comme des preuves à l'appui. Okay. Donc, ces trois empires-là sont des empires qui existaient avant l'arrivée des colons au Tchad. L'arrivée des colons qui se situe dans la période de 1800 et quelques. De 1897 jusqu'en 900. Et donc, ces trois empires-là, c'est des empires qui vivaient dans l'espace sahélien et l'espace sahélien
ainsi qu'à l'espace de l'Est qui est le royaume de Ouaddaï. Le premier empire dominant qui a atteint son apogée, c'était l'empire des Kanem-Borno. On parle de quelle période ici? On parle de la période de 1800 jusqu'à 1900. Mais c'est un empire qui existait depuis le 8e siècle. Qui existait depuis le 8e siècle et qui a des alliances avec les autres empires de l'Afrique, comme l'empire de Sundiata Keita, comme l'empire de Songhai et les autres empires. Donc, contrairement à ce qui est souvent affirmé, que le continent africain a été désorganisé avant même l'arrivée, n'est-ce pas, du colon occidental, et même ce qu'on apprend chez les enfants dans les écoles, l'histoire de l'Afrique démarre à partir de la colonisation, alors que l'histoire démarre bien avant ça. Donc cette partie-là qui a été outrée, qui a été oubliée, pardon. Mais ce que je veux dire ici, c'est que il y avait quand même une certaine organisation bien structurée déjà bien avant l'arrivée de l'Occident sur le continent et chez vous au Tchad particulièrement. Oui, effectivement. Quand je parle de ces trois empires, ce sont des États qui sont bien organisés, avec des institutions bien stables, avec des territoires bien délimités. C'est des États qui ont même des relations étrangères avec la Turquie, par exemple avec l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. On va aller très vite. Donc après la période, dite la période coloniale, avec l'arrivée de l'empire, avec l'arrivée des colons pour moi de la colonne occidentale, il y a un homme qui s'appelle Rabat. C'est un homme d'origine soudanaise. Il est venu au Tchad, il voulait s'emparer de l'empire, comment on appelle, de l'empire de Kanem-Borno. Et comme la France aussi, elle est venue et avec la mission Fort Lamy, ils sont venus au Tchad pour essayer d'installer une base militaire au Tchad. Parce qu'à l'époque, l'État tchadien, c'était juste un immense espace géographique qui n'a pas des autorités administratives. D'accord. Mais là, j'aimerais bien comprendre, et je pense notre public aussi, comment est-ce qu'une puissance coloniale, puisqu'on peut l'appeler ainsi, la France, une puissance coloniale, pouvait se permettre de venir installer une base militaire dans un pays africain? Est-ce que pour vous, c'est tout à fait... moi, j'ai de la difficulté à saisir. Est-ce qu'il y a eu des ententes? Il y a eu en fait des alliances ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour la première fois, l'intervention de la France au Tchad était comme une façon de protéger le Tchad. Parce qu'il y a un colon qui s'appelle Rabat. Il est soudanais. Comme il est venu, il a attaqué les empires tchadiens. Il a une grande puissance. Il s'est autoproclamé un roi au Tchad. Et à cet effet, l'empire, comment on appelle, les armées coloniales de la France sont venues au Tchad pour faire une bataille avec Rabat. C'est la bataille de 1900, le 22 avril 1900. Okay. Quand vous parlez Rabat a trouvé la mort. Quand vous parlez de 1900, où justement Rabat trouva la mort, mais moi je vais revenir en arrière. Moi je vous ramène en 1885. 1885, si je me rappelle bien de mon histoire, nous parlons ici de la conférence de Berlin, si je ne m'abuse. La conférence de Berlin organisée par le fameux cousin du roi Léopold II, Bismarck. Cette conférence avait pour but et pour mandat précis de diviser l'Afrique comme des morceaux de gâteau, n'est-ce pas? On donnait ceci à la France, ceci à en fait, la Grande-Bretagne, au Portugal, et machin. Les Allemands ont eu une petite partie, mais ça veut dire qu'à cette époque-là, le Tchad était déjà une possession de la France. Et c'est ce qui a permis à la France de venir, en fait, sous prétexte de protéger justement la population qui était attaquée par ce sauvage, n'est-ce pas? Exactement, tu l'as bien précisé, c'était ça. Ok. Donc c'est après la conférence de Berlin que le Tchad est revenu comme une possession de la France française. Et donc c'est comme une possession française. La France a donc le pouvoir de venir intervenir au Tchad. Mais on ne nous a pas demandé la permission. La France n'a pas demandé la permission lorsqu'elle a négocié avec Bismarck à Berlin s'ils voulaient prendre le Tchad ou non. Ils ont décidé entre eux. Voilà, vous prenez ça, et on s'impose. Je pense qu'on se comprend. Oui, bien sûr. C'est parce que c'est des peuples indigènes pour la France et surtout pour les peuples indigènes. Ça veut dire quoi, ça? Les peuples indigènes, ça veut dire les peuples qui n'ont pas, en fait, une évolution
de mentalité, une évolution dans la capacité. C'est le mot indigène, c'est un mot qui est colonial en fait. Oui, bien sûr, c'est un mot qui est utilisé par les colons pour qualifier un certain peuple des subsahariens qui sont basés en Afrique, des peuples qui n'ont pas, je peux dire... Des peuples non civilisés. Effectivement, des peuples non civilisés et en même temps un peuple qui n'ont pas une capacité de s'auto-développer. Une capacité de réfléchir, d'analyser, une capacité de réfléchir et de réaliser quelque chose pour soi-même. Donc il fallait l'intervention d'une puissance étrangère plus puissante, plus solide pour leur réaliser de l'école, des centres de dispensaires, des structures sociaux pour qu'ils puissent évoluer. Que ce soit administrativement ou politiquement, c'est des peuples qui n'ont pas un certain nombre de progrès. Ça, selon les qualificatifs. Vous, en tant qu'intellectuel, vous êtes juriste? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formulation? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du moment où la majorité des pays africains, comme le Tchad, le Congo, c'est des pays qui ont des royaumes avant l'arrivée des colons. Si les peuples étaient indigènes, comment ces peuples ont pu créer des royaumes? Comment ils ont pu s'organiser comme des États avec des institutions? C'est tout à fait, je crois que c'est abusé de dire que c'est des indigènes. Pour moi, je trouve que c'est un qualificatif qui n'est pas vrai, mais c'est un mot qui est employé par des politiciens de l'époque pour voilà, pouvoir aller conquérir des terres, manipuler pour justifier l'esprit des populations. Les faits, effectivement. D'accord. Voilà, c'est comme des peuples, c'est comme des magères incapables où on prend soin d'eux. Je vais aller très vite parce que malheureusement le temps, vous savez, le temps avance très vite. Dans l'histoire de ce beau pays-là, on arrive dans les années 38-40. La guerre mondiale éclate, Hitler est en force, comme tel. De Gaulle choisit Fort-Lamy, le Tchad, comme lieu stratégique. De Gaulle ayant perdu son armée, l'armée française en chute complètement, chaos total, en dehors de quelques Français qui se défendaient encore, mais il n'y a plus d'armée comme telle. Le lieu stratégique, le Tchad. Pourquoi le Tchad? Si on prend le Tchad, c'est parce que la position des Tchad était une position géostratégique. Vous savez, le Tchad, c'est-à-dire le Tchad, c'est un pays qui fait la synthèse entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. L'Afrique subsaharienne autant pour moi. Parce que vous avez la Libye qui est effectivement. Qui est donc le nord du Tchad est pratiquement le Sahara jusqu'à la Libye, les autres pays du Maghreb. Et le sud du Tchad, c'est les subsahariens. Et le centre, c'est la zone sahélienne. Et après, il y a le gouverneur du Tchad de l'époque qui s'appelle Félix Éboué. Et il est le premier gouverneur, la première personnalité comme autorité locale du Tchad qui a répondu à l'appel du général de Gaulle. Mais justement, Félix Éboué, un noir comme vous et moi, qui n'est pas africain, qui est antillais. Et la France était très très stratège. Très stratège. On ne prend pas d'Africain comme tel pour le balancer là comme en fait gouverneur. On prend un Antillais qui pense un peu comme nous, qui est un peu comme nous quelque part. Et je pense qu'il a accepté trop rapidement même. Oui, il a accepté parce qu'il faisait membre dans l'Assemblée française. Parce qu'à l'époque, quand on prend des gouvernants pour aller diriger les pays de l'Afrique, comme on le dit, les peuples indigènes, on ne prend pas parmi eux. On va d'abord prendre parmi les autorités qui sont en France. Par exemple, comme le premier député français, Gabriel Lisset, il est né au Panama. C'est un Français. Mais il est redevenu tchadien parce qu'il est devenu le député du Tchad. Il a dirigé la circonscription du Tchad. Donc, c'est pour vous dire que c'est la France qui choisit les dirigeants de l'époque. C'est comme les Houphouët-Boigny, c'est comme les Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Effectivement. Okay. Effectivement. Mais cette guerre-là, pourquoi le Tchad est vraiment pour la France l'endroit stratégique? Pour le général de Gaulle comme tel, on est en pleine guerre, la France a failli quelque part, on compte sur l'aide de l'oncle Sam, quelque part, qui tarde un peu à venir, parce que là aussi on ne veut pas trop envoyer nos jeunes, leurs jeunes de l'autre côté. Bon, bref, mais qu'est-ce qui fait que la France considérait que le Tchad était vraiment... Pourtant, la France avait toute l'Afrique francophone quand même. Il y avait aussi Dakar, qui était une capitale très reconnue. Il y avait aussi Brazzaville. Rappelez-vous, De Gaulle même avait été là aussi. Mais pourquoi Fort-Lamy? Pourquoi le Tchad? Bon, ce n'est pas le général de Gaulle qui a choisi le Tchad. C'est plutôt Félix Éboué. Quand le général Charles de Gaulle a fait l'appel
de juin 1940 pour contrecarrer l'invasion allemande en France. Le général de Gaulle, le gouverneur Félix Éboué, a volontairement décidé de rejoindre la France libre, de combattre à côté de la France. Il avait une armée organisée, structurée. Oui, il y a une force militaire qui n'est pas trop, je peux dire, très moderne, mais quand même, c'est une force armée qui est voilà, environ 1000 à 10 000 personnes. Mais au Sénégal, le même De Gaulle avait essayé, ça n'avait pas marché, on lui a tiré dessus. On lui avait tiré dessus. Oui. Et pourtant, c'était toujours des Français. Donc, Éboué était beaucoup plus, comment dirais-je, était beaucoup plus français quelque part. Plus pro-français, ouais. Plus pro-français, je dirais même plus nationaliste quelque part. Oui, évidemment, oui, c'est possible. Donc, il a possible, accepté facilement que la France puisse, en fait, de travailler avec la France, c'est ça? Oui, on peut le dire, parce que c'est qui l'anime. On ne sait pas exactement ce qui l'animait, mais c'est quelqu'un qui a un rattachement très, très solide avec la France. Et donc, il n'a pas supporté le fait que la France puisse être attaquée par l'Allemagne. Et donc, il a décidé... Surtout qu'il y avait une publicité qui était faite. Si on parlait de l'Allemagne raciste. On parlait des racistes. Ils avaient un problème avec les Juifs et les nègres, les Noirs aussi. Effectivement, c'est la diabolisation de l'Allemagne de l'époque. Voilà, c'est un petit peu ça. On arrive en 60, les indépendances. En fait, il y avait une dame qui avait déjà déclaré l'indépendance même du Tchad en France, à Paris, déjà. On parle des années 58. Une dame? Oui. Je ne me rappelle pas exactement de cette dame. Le nom, j'ai plus le nom. J'aimerais bien en fait retrouver le nom parce que c'est. Vous parlez de Gabriel Lisette? Gabriel Lisette, c'est un homme. C'est un homme. Moi, C'est un homme. J'ai vu le nom Lisette. Oui, le nom se ressemble quand même à une femme. J'ai dit une femme. Oui, c'est vrai, c'est pas grave. La personne s'appelait comment déjà? Gabriel Lisette. Lisette. Oui, Gabriel Lisette. Bon, vous avez tout à fait raison. Vous n'avez pas le choix de. Je vous donne raison. D'accord. Alors, cette personne-là, c'était en 58 déjà. En 58. Gabriel Lisette, c'est un député français. Il travaille à l'Assemblée française. Mais il a été élu, comme le Tchad de l'époque n'est pas un État souverain à part entière, le Tchad faisait partie donc de la communauté française. Lui, il est tchadien, mais français. Lui, il est français. Typiquement français, purement. Il est purement français d'origine panamien. Donc, mais il est redevenu tchadien parce qu'il a acquis la nationalité tchadienne parce qu'il est devenu député de la circonscription du Tchad. Ok. Donc, il est devenu le député de la circonscription du Tchad. Le Tchad était considéré comme une simple circonscription. Effectivement, une simple circonscription. Donc, il est devenu le député de la circonscription du Tchad. Et il a travaillé au Tchad, après jusqu'en 1958, où il a décidé à la proclamation du Tchad, à la proclamation de la République du Tchad, où la France a déjà fait le transfert de compétences aux autorités tchadiennes. Et ensuite, il a eu donc des organes qui sont différents. Il y a la députée, il y a l'Assemblée tchadienne et les organes qu'on appelle le Conseil de gouvernement, qui sera dirigé par un Premier ministre. Donc c'est à cette même période que Gabriel Lisette il est devenu Premier ministre, mais il y a aussi d'autres prétendants qui sont devenus Premier ministre. Donc à l'espace de 4 mois, il y a presque 4 personnes qui sont devenues des Premiers ministres. L'indépendance intervient en 60. En 1960, exactement. Les troubles, beaucoup plus tard. Oui, les troubles, c'est beaucoup plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Gabriel Lisette et François Tambalbaye aussi, ils ne s'entendaient pas. Comme Tambalbaye était un instituteur qui vivait au sud du Tchad, mais quelqu'un qui est purement tchadien, et que Gabriel Lisette n'est pas d'origine tchadienne, il a trouvé donc un intérêt capital pour lui d'aller faire la sensibilisation chez les Tchadiens pour dire que voilà, Gabriel Lisette, c'est un fruit de la France et qu'il ne devrait pas être un premier ministre du Tchad parce qu'il ne connaît pas les réalités tchadiennes. François Tombalbaye deviendra le président du Tchad. Pendant de nombreuses années, on le perçoit un petit peu comme étant dictateur quelque part. On le perçoit comme étant aussi quelqu'un qui a quand même enlevé des vies humaines. Votre commentaire, sa période a été une période assez mouvementée quand même. François Tombalbaye, il mourra assassiné. Oui, vous savez, Tambalbaye, quoi qu'on en dise sur lui, c'était un homme d'État tchadien. C'était un homme d'État. Un homme d'État tchadien. Votre définition de l'homme d'État. Oui. Tambalbaye a fait l'effort d'amener le Tchad à l'indépendance. Il a d'abord été un premier ministre du Tchad. Oui, mais il n'était pas le seul. Oui, il était le premier ministre, mais il est le facteur le plus important
qui a fait que le Tchad puisse être un État indépendant. Donc, il a fait beaucoup d'efforts. Ensuite, il a pris le pouvoir en 1960. Comme il a pris le pouvoir en 1960, Tambo Mbaye, c'est un Tchadien d'origine tchadienne. Donc, c'est quelqu'un qui connaît les réalités tchadiennes. Bien sûr qu'à l'époque, il y a juste son parti qu'on appelle le PPT-RDA. Il n'y avait pas le multipartisme. Donc, les autres Tchadiens n'ont pas le droit de créer des autres partis. On parle aussi du monopartisme qui était devenu effectivement des monopartismes. Parce que le contexte de cette époque ne permettait pas à ce qu'il y ait en fait des multitudes de partis politiques. On parle de guerre froide ici, on parle ici et le continent africain, il est nettement, comment dirais-je, intéressé par la Russie depuis même nos indépendances. L'Occident n'est pas très content de ça, les États-Unis ne sont pas très contents de ça. On a déjà assassiné Patrice Lumumba et d'autres leaders qui osaient. Et là, nous avons un Tomba Mbaye qui, lui, était-il réellement pro-français? Ou est-ce que Tomba Mbaye était beaucoup plus un nationaliste, c'était plus un politique? Voilà, vous savez, quand il y a des choses qui résident dans cette théorie-là. La théorie qui domine plus ma pensée est que Tomba Mbaye, c'était un nationaliste. Donc, à cette époque, si vous êtes trop nationaliste, si vous défendez trop les intérêts de votre pays, vous êtes en train de faire face aussi à la France. Mais on vous voit comme un communiste. On vous voit comme un communiste. Voilà. Donc Tomba Mbaye a développé un certain nombre, voilà, de sentiments vis-à-vis de, comme on appelle, des nationalismes. Il a eu aussi l'ambition d'arracher les entreprises qui appartenait aux Français. Qui appartenait aux Français. Et donc, pour la France, Tomba Mbaye est comme Habib Bourguiba de l'époque. Donc, c'est quelqu'un qui nationalise les entreprises appartenant à la France. Juste pour situer nos téléspectateurs, Habib Bourguiba, c'est l'ancien président tunisien. L'ancien président tunisien. D'accord, ok. Donc, c'est ce qui a fait que la France a vu Tomba Mbaye comme un dictateur qui est très froid avec le peuple et aussi avec les autres. Mais dans la même époque, Tomba Mbaye a quand même pu stabiliser l'État tchadien qui est un État fragile, qui est un État sorti de nulle part. Avant, il n'y a pas des autorités administratives bien organisées, il n'y a pas des institutions qui sont vraiment solides. Et donc, quand le Tchad a hérité l'indépendance de la France, c'est un pays qui est très mouvementé, qui accède à l'indépendance avec des multitudes de tribus qui ont chacun sa façon de penser, qui a chacun sa philosophie de penser. Mais Tomba Mbaye mourra lors d'un coup d'État. En 1975. Il est assassiné. Oui, sauvagement. On peut dire. Il n'est pas assassiné. Il n'est pas assassiné. Il n'est pas assassiné. Racontez-nous. Le 15 avril, comme je l'avais aussi précisé ça dans mon émission précédente, Tomba Mbaye, il soupçonne en fait un coup d'État sur lui. Il a soupçonné un coup d'État sur lui. Il a commencé à arrêter le cadre supérieur de l'armée. Comme il a arrêté le cadre supérieur de l'armée... Est-ce qu'il savait qui était derrière ce coup d'État? Il ne savait pas. Qui supportait ces hommes? Parce qu'il y a toujours un certain support. Effectivement, c'est une information qui venait à la présidence. C'était juste des rumeurs qui circulaient et qui faisaient état d'un éventuel coup d'État sur Tomba Mbaye. Et donc Tomba Mbaye a aussitôt décidé d'arrêter les leaders de l'armée. Il soupçonnait les militaires. Il soupçonnait les militaires d'un coup d'État. Et comme ça a été le cas, donc Tomba Mbaye a arrêté quelques-uns des militaires et le reste des jeunes militaires sont devenus mécontents parce qu'à l'époque, l'armée tchadienne était une armée vraiment républicaine. Elle ne dépend pas du président. C'est une armée qui est indépendante et s'il le faut, elle peut prendre ses décisions seule. Donc l'armée, à cette époque dirigée par le général Kamougué, paix à son âme, qui a décidé d'attaquer Tomba Mbaye. Et comme les gens disaient à Tomba Mbaye, il faut te protéger parce qu'il y a l'armée qui voulait venir t'attaquer à la présidence, il a dit oui, il a très confiance à ses armes mystiques. Et donc il a dit il peut se protéger. Et il a fait face à l'armée et il y a eu des accrochages et on a décidé de lui arrêter. Il a refusé, il a résisté. Et donc c'est un coup de fusillade qui l'a touché. Mais il n'a pas été assassiné. Ce n'est pas un acte qui est préparé préalablement. C'est bizarre, je saute vite. L'opposant, le dernier opposant, tout récemment, là, le dernier,
ce que vous nous racontez, on a l'impression que c'est le même scénario qui s'est répété, puisqu'ils disent qu'ils ne l'ont pas assassiné. Exactement. Ils disent qu'il a résisté. Il a résisté, il est mort quand même. C'est ce qu'on nous dit, là, maintenant. Ouais, c'est un peu différent. L'autre, c'est une personne qui a été assassinée parce que sa mort a été bien préparée à l'avance. Mais pour Tambol Bay, les militaires n'ont pas l'intention. Si vous entendez les interviews de Kamougué, il le précise exactement. En fait, ils n'ont pas l'intention, les militaires n'ont pas l'intention de liquider physiquement Tambol Bay. Ils veulent juste de l'écarter de la gestion du pays. Ouais. S'il le faut, il faut l'arrêter et mettre en prison. Lui, il a refusé. Et donc, c'est ça qui a poussé à un accrochage entre le militaire et la garde présidentielle. Je vais aller vite, il nous reste très peu de temps, frérot, très peu de temps, frère. Je m'en vais vers Driss Déby. Je saute rapidement. Driss Déby. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a conduit au pouvoir? Qu'est-ce qui a fait qu'il a été l'ami des Français jusqu'à pratiquement à la dernière minute? Et à la dernière minute, on sait ce qui s'est passé. OK. Pour connaître Driss Déby, il faut connaître Hissène Habré. Mais comme vous l'avez dit très vite, je vais aller très vite, en quelques secondes sur ça. Très vite, oui. Hissène Habré. Idriss Déby, pour connaître Idriss Déby, il faut connaître Hissène Habré. Idriss Déby est le fruit politique et militaire d'Hissène Habré. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé sous l'ombre d'Hissène Habré. Mais comme Hissène Habré qui va devenir aussi président. Voilà. D'accord. Donc Idriss Déby, c'est un pro-français, si vous voulez. Idriss Déby, c'est un terme, c'est une personnalité pro-française. C'est un homme militaire qui a fait ses études militaires en France. C'est quelqu'un qui est profondément rattaché aux intérêts de la France pour les quatre. D'accord. Donc, Hissène Habré a été chassé. Idriss Déby est amené au pouvoir par la France pour servir les intérêts de la France. Idriss Déby est resté au pouvoir de 1990 jusqu'à 2021. Il a été assassiné le 21 avril 2021. Où il est mort dans la bataille le 21 avril 2021. Donc, ce qui fait que votre question, vous me posez, pourquoi est-ce qu'Idriss Déby est pro-français? Parce qu'Idriss Déby, il défend les intérêts de la France. Donc, la France a trouvé un homme politique plus malléable, plus utilisable, et donc, elle a décidé de l'instaurer et de le conserver au pouvoir. C'est ça, Idriss Déby. Sa mort. Sa mort, c'est pas... Jusqu'à là, il y a plusieurs théories qui sont un peu dans la lumière, mais il n'y a pas des arguments solides qui prouvent qu'Idriss Déby a été assassiné ou il est mort dans la guerre. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a participé à la guerre et on nous a annoncé sa mort dans la guerre. Jusqu'à là, l'État tchadien n'a pas fait une enquête claire pour savoir si Idriss Déby a été assassiné où il est mort dans la guerre. Merci beaucoup. On continuera cette conversation sur un autre sujet, sur les traditions tchadiennes prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous en prie. Voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.